sommes à Grande-Bergeronne, petit village de 800 habitants situé aux frontières de la Haute-Côte-Nord, à une vingtaine de kilomètres de la rivière Saguenay. Parmi ces maisons qui surplombent la rivière, quelques-unes sont centenaires. Elles ont connu le moulin à scie et les débuts du village, au moment même où pêcheurs acadiens et gaspésiens s'installaient à l'autre bout de la côte. Les pionniers étaient scieurs, bûcherons et aussi colons. Ils ont défriché ce plateau de sable et d'argile. Ils nous laissent ces champs et ces fermes d'aujourd'hui, si typiques de cette partie de la côte. L'histoire de ce village, comme de toute cette région, reste celle d'un peuplement original agrippé aux terres qui surplombent le fleuve et tourné vers la grande forêt. C'est à partir de la forêt que va se développer cette partie de la côte qu'est la Haute-Côte-Nord. Dès les années 1840 et jusqu'au début du XXe siècle, c'est la grande période des villages forestiers et agricoles. À l'embouchure des rivières, des scieries apparaissent et s'approvisionnent à même l'immense plateau laurentien. Le sol, même pauvre, permet aux colons de cultiver ces longues terrasses de sable et d'argile. Alors qu'à l'autre bout, en Basse-Côte-Nord et en Mangani, les pêcheurs se tournent vers la mer, ici ce sont les colons et les bûcherons qui se tournent vers le bois et le sol sillonné de longues rivières. Ce peuplement original, attiré vers l'intérieur, s'apparente beaucoup à celui de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au relief presque identique. Mais avant l'arrivée des premiers colons blancs, vers 1840, la Haute-Côte-Nord était le domaine des seuls chasseurs amérindiens. C'était justement pour acheter des fourrures que Champlain avait fondé à Tadoussac dans les années 1600 le premier poste de traite permanent d'Amérique du Nord. Avec les commerçants arrivaient les missionnaires qui vont y construire des chapelles pour les centaines de Tadoussaquiens et de Papinachois venus chaque été vendre leurs fourrures. La zone est si riche qu'elle deviendra le domaine du roi et seuls les commerçants de fourrures auront le droit d'y pénétrer pendant près de 200 ans. Encore en 1830, les seuls blancs qu'on y trouve sont les commis de la puissante compagnie de la baie d'Hudson qui a hérité du contrôle absolu de la région. Mais au Québec, on commence à s'intéresser aux immenses forêts vierges du Nord. Le gouvernement cherche de nouvelles terres et les commerçants de bois, alors en plein essor, espèrent y faire de beaux profits. En 1838 et surtout en 1842, le gouvernement abolit le monopole de la compagnie de la baie d'Hudson. C'est vite la ruée vers les rivières. C'est le début de la côte du bois. Depuis Tadoussac, une première vague de peuplement va démarrer et on verra apparaître toute une série de villages installés à l'embouchure des principales rivières, la plupart du temps autour d'un moulin à scie. En quelques années, près de 2000 personnes se sont établies entre le Saguenay et la rivière Saut-au-Cochon, aujourd'hui Forestville. Ils sont bûcherons l'hiver, ouvriers ou colons l'été. Ils forment la base d'une société typique qui vit du sol et de la forêt. Chaque village s'organise. On trouve vite une église, une école. Bientôt, un curé permanent s'installe. C'est d'abord à Tadoussac que William Price, alors grand commerçant de bois de l'époque, conteste le monopole de la baie d'Hudson. En 1838, il prend le risque de construire un moulin à scie à Lens-à-l'eau, l'endroit même où partent les traversiers aujourd'hui. Malgré de violentes bagarres, il finira par fabriquer des madriers qu'il pourra vendre à Londres, Boston ou à New York. La porte est ouverte et c'est bientôt la ruée. En 1844, Thomas Simard achète des terres et construit une scierie sur la rivière Grande-Bergeronne. Une quinzaine de familles l'accompagnent. William Price, qui l'avait financée, la rachète l'année suivante. C'est en 1845, aux Escoumins, qu'apparaît cependant la plus importante scierie de l'époque. Elle restera ouverte jusqu'aux années 1900, alors que bien d'autres seront fermées. La scierie aura fait vivre plusieurs centaines de personnes. Le village sera longtemps la capitale de la Haute-Côte-Nord. Plusieurs goélettes viennent y chercher ces fameux madriers destinés aux nouvelles villes d'Europe et des États-Unis. Les scieries sont payantes. On se lance sur les rivières voisines et des moulins apparaissent à Sainte-Anne-de-Portneuf, puis à Saut-au-Cochon en 1845. Mais les forêts du Nord intéressent aussi les colons et à Saint-Paul-du-Nord, on cultive déjà la terre quand le moulin s'y installe en 1853. Quant à Sacré-Cœur, les fermiers qui y sont établis ne verront apparaître un moulin que 30 ans plus tard.
Saut-au-Mouton, en 1860, viendra compléter ce chapelet de village quand le gérant du moulin des Escoumins, Edmond Barré, décide pour augmenter sa production d'y construire un autre moulin. Il y a deux éléments qui peuvent expliquer, qui aident à comprendre comment cette zone-là va être peuplée, comment les villages vont être créés. Il y a un premier mouvement à se rappeler, c'est que le Québec, au 19e siècle, c'est une société qui est agricole. 80% des gens vivent sur des fermes. Et puis, ça fait depuis la conquête 4-5 générations que les familles se perpétuent sur les mêmes terres, divisent les terres quand il y a plus d'enfants. On a un problème de surpeuplement aigu. Ça va donner des milliers de Québécois qui vont s'en aller vers les États-Unis, vers l'Ouest canadien, tout au long du 19e siècle. Dans le cas des villages au nord de Québec, par exemple, Baie-Saint-Paul-de-Malbaie, dans la zone de Charlevoix, dans ces coins-là, qui sont, eux autres, encore plus surpeuplés parce qu'ils ont très peu de terre entre le fleuve et les montagnes, on va regarder, non pas vers les États-Unis, mais vers le nord. On a un immense territoire, Lac-Saint-Jean, Saguenay-Côte-Nord, qui n'est pas développé parce que c'est bloqué par la compagnie de la Baie-du-Son, qui ne veut pas avoir de colons, de concurrents pour son commerce des fourrures. C'est la Malbaie, Baie-Saint-Paul, on va organiser on va faire des pétitions, on va signer des pétitions. On va organiser même une société de développement, ça s'appelle la Société des 21, pour développer cet immense territoire-là, puis l'arracher aux mains de la Baie-du-Son. On va au gouvernement à Québec, on est en pleine crise des patriotes, et puis finalement, 1838, et puis finalement, 1842, on réussit à abolir le monopole de la compagnie de la Baie-du-Son. Ça, c'est le premier mouvement qui explique, c'est des colons qui viennent développer la Haute-Côte. Il y a un deuxième mouvement qui l'explique, c'est les scieries. Les scieries, il faut comprendre ça, au 19e siècle au Québec, il y a un phénomène économique qui va dominer, c'est le sciage du bois, qui va prendre la relève de l'ancien commerce des fourrures. Le sciage du bois, pour comprendre ça aussi, c'est de se rappeler la création des villes, le développement des villes au 19e siècle. Montréal avait 60 000 habitants en 1850. Il y en a 250 000 50 ans après. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Angleterre. On demande du bois, puis on va créer toute une série de villages qui exploitent la forêt sur la Côte-Nord, au Saguenay, en Gaspésie. Qui dominent ce mouvement-là, il y a ceux qu'on appelle les lumber barons, les barons du bois. C'est des types qui ont les contacts en Angleterre ou aux États-Unis, qui créent les scieries ici, qui organisent le commerce. Ça va vous donner, par exemple, les fameux Price, qui vont dominer complètement toute l'histoire du Saguenay, de la Côte-Nord, de la Gaspésie. Ces villages sont très isolés les uns des autres. Ce n'est qu'en 1869 qu'une route de terre va les relier et qui ira de Tadoussac jusqu'à Port-Neuf. Il faut voir chaque village comme une petite société fermée où c'est le gérant de la compagnie qui est le roi. Par exemple, aux Escoumins, John Edmond Barré était à la fois maire, juge, marguillier, officier du gouvernement pour le recensement et même ambassadeur de Suède pour mieux vendre son bois à travers le monde. Il est le gérant de la seule usine du coin, donc c'est lui qui engage et c'est lui qui paie. Mieux encore, il n'y a qu'un seul magasin autorisé au village, celui de la compagnie. Un système de pitons est en vigueur. Le piton, dont on voit ici une copie, est une sorte de chèque qui sert de monnaie. Émis par la compagnie, on doit le dépenser à la compagnie qui contrôle ainsi les salaires et les prix et les profits. Le gérant est donc le maître absolu qui pouvait expulser du village tout trouble fait. Seul un missionnaire comme Babel osait réprimander les actes du gérant. Sauf que Babel le paya cher, puisque quelques années plus tard, il fut transféré ailleurs. Il faut dire d'abord que le gérant était très conscient de son autorité qui était grande. L'autorité de représentant de propriétaire de la scierie. Et par ailleurs, le père à Babel était rigide, un peu trop dans l'administration des sacrements. Un certain dimanche, il a refusé la communion à Madame Barry ainsi qu'à ses hôtes parce qu'elle portait la crinoline. Et l'affaire est allée même jusqu'à l'archevêque de Québec, dont dépendait la mission des Escoumins. J'ai demandé à des anciens ici en quoi la crinoline pouvait être indécente. Ils m'ont expliqué que dans l'ancienne église, où les bancs avaient des entrées très étroites,
Eh bien, pour que celle qui portait la crinoline puisse entrer, il devait remonter le dessus de la robe du dessus, et ainsi que les cerceaux, la série de cerceaux concentriques là, sur lequel le tissu porte. Mais il n'y avait en soi rien d'indécent parce que tout le monde sait que jusqu'à les années 20, les dames portaient plusieurs jupons. Une chanson traditionnelle, recueillie à Ragueneau voici quelques années, illustre bien l'importance du gérant dans les petits villages isolés où il est seigneur et maître. Il peut même guérir le mal d'amour que Colin ressent pour Colette. Colin, dit à Colette, nous allons voir le magistrat. Il est aussi le grand roi du village. S'il peut nous guérir ça, on va voir ça. Monsieur le magistrat du grand village, on est venu vous consulter là-dessus. Le mal qui me prend de même, mais je ne sais pas, mais ce qui me prend là, je ris comme une folle, je pleure ensuite, mais je ne sais pas si vous pouvez me guérir ça, dites-moi dans ça. La 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 la. Ce premier peuplement blanc de la Haute-Côte-Nord a complètement transformé la situation des montagnais. Les forêts sont occupées par les bûcherons, les rivières se couvrent de digues pour la drave, le brantisi des moulins tue le saumon. Celui-ci séché était la nourriture de base des Amérindiens. Des famines éclatent. En 1860, la compagnie de la baie d'Hudson ferme ses postes de Tadoussac, Sept-Îles, Île-à-Jérémie, Godbout et concentre ses forces à Betsiamit, où le gouvernement octroie la première réserve de la région. L'installation est complétée par les missionnaires qui construisent une église, un couvent et même une ferme pour mieux civiliser les chasseurs nomades. L'été, le village peut compter de 5 à 600 personnes, ce qui en fait un des plus gros de toute la côte. Mais pour les voyageurs de l'époque, Betsiamit est le village frontière. C'est là que finit le Saguenay, Lac-Saint-Jean, et que commence ce qu'on appelait à l'époque le Labrador. C'est la terre des chasseurs amérindiens nomades qui vont trapper le castor, le lynx, le renard tout au long de l'hiver. Mais ils finissent par rencontrer les bûcherons qui pénètrent à l'intérieur des terres. Car pour le peuplement blanc, la Haute-Côte-Nord, c'est aussi la côte du bois. C'est la forêt qui a amené les scieries et les villages. C'est vers elle qu'on se tourne à chaque automne pour aller chercher les milliers de billots qui feront marcher les moulins à l'été suivant. La grande masse des bûcherons arrive en septembre et surtout en octobre, quand le gros des activités commence. Dès 5 heures du matin, les bûcherons partent travailler en petites équipes. Les uns abattent les arbres, d'autres les ébranchent. Les billots sont ensuite empilés pour que le charroyeur, avec ses chevaux, puisse les traîner à la rivière ou au lac avoisinant. Là, les billots attendent le mesureur. C'est un homme qui a du pouvoir, car c'est lui qui décide de l'importance de la coupe. Comme les bûcherons sont payés à la pièce, c'est lui qui fixe le salaire et s'il travaille pour une compagnie, il peut tricher sur les mesures. Les bûcherons sont nourris, logés et transportés par le foreman ou le jobber. On dit le foreman quand c'est un homme de la compagnie qui organise les camps et qui engage lui-même les hommes qui arrivent nombreux à la fin de l'été. Mais souvent, la compagnie préfère engager un jobber qui signe un contrat pour couper tant de milliers d'arbres et engage dans les villages les hommes et les chevaux qui monteront à son chantier. Pendant l'hiver, les camps sont abandonnés au fur et à mesure qu'on atteint les quotas ou que les neiges de janvier et février arrêtent le travail. Au printemps, les draveurs refont le trajet pour aller préparer la descente et le flottage du bois. Quand les lacs et les rivières calent, ils vérifient le niveau de l'eau dans les écluses, démantèlent les embâcles.
les draveurs suivent les billots dans leurs canots jusqu'aux embouchures des rivières. Ce sont des estacades, longues séries de madriers flottants, attachés par des chaînes, qui retiennent ces immenses champs de billots qu'une crue violente ou une marée trop forte peut précipiter à la mer, ce qui a déjà provoqué la faillite de plusieurs compagnies. Là, les billots marqués sont sélectionnés et dirigés vers le moulin ou la goélette du propriétaire. Dans les années 1800, le mouvement des scieries repart de plus belle, mais ces grandes scieries qu'on va créer sur les rivières plus au nord vont vite péricliter au tournant du siècle. Ce sera la fin des grands moulins. La scierie de Berzimis, non loin de la réserve indienne, ouvre en 1815. Elle emploie plus d'une centaine d'hommes. Elle ferme en 1918 pour de bon. Il n'en reste plus rien. Celle de Pentecôte ouvre en 1883. On y coupera jusqu'à 60 000 billots par année, expédiés en Europe et en Angleterre. On sauvera le village de justesse en se tournant vers le bois de pulpe en 1900. Quant à la scierie de Manicouagan, elle ouvre en 1899 et après 2 ou 3 faillites, ferme ses portes 10 ans plus tard. En quelques années, il ne reste plus rien de l'usine, des maisons et de l'église qu'on y trouvait. D'autres apparaissent au XXe siècle, comme à Saint-Nicolas et aux îles de Mai, mais elles sont aussi condamnées d'avance. Isolées sur les grandes rivières nordiques, sans terre agricole ou s'enraciner, les villages qu'on y construit seront vite démantelés après la fermeture. Dans bien des cas, le progrès n'aura laissé finalement qu'un tas de ferrailles rouillées. Ne survivront que de petites scieries de service comme celle-ci à Grande-Bergeronne. Elles fonctionnent quelques semaines par année, exportant de moins en moins de ces fameux madriers. C'est l'ouverture du canal de Panama et l'arrivée du pain de l'Ouest qui sonne le glas du grand commerce du bois de sciage. Un bergeronnais nous parle de l'époque où il travaillait à cette scierie qui appartenait à son oncle. Le temps du sciage commençait, mon oncle ouvrait son moulin puis commençait à faire le sciage du bois. Là, après ça, c'était soit en planche, puis en madrier, puis en gros bois de commerce. Vous savez, qui s'en allait dans des vieux pays probables. Là, après ça, les finances, ça se faisait ça. Mon oncle avait son moulin-ci, il chargeait tant du bois de pied. C'était payé, ces hommes payaient 50, 75 cents, jusqu'à une pièce au sieur. Ça dépendait du métier du sieur. Là, après ça, c'était lui, il y avait un petit magasin, dans le temps, un magasin qui fournissait la marchandise à ses travaillants. Mais ce qui manquait, en fin de semaine, en fin de 15 jours, il donnait des pitons ou des papiers pour aller faire acheter dans le magasin ce qui leur manquait à eux autres. Avec la balance, payer en argent pour le temps. Mais l'argent était très rare. Il n'en donnait pas souvent. Après le siège, ça s'était transporté sur les quais du village. Lorsque les goélettes à voile arrivaient, tous les 15 jours environ, 2 ou 3 goélettes venaient charger le bois de siège, pour shipper à Québec. Puis eux autres, en venant de Québec, ils descendaient la marchandise pour le manger pour les familles. Ce mange-là se comprenait, voyez-vous, la fleur, le sirop, le sucre, la graisse, tout enfin, les pois, les bines, tout ce que c'est qui pouvait se conserver dans la maison pour faire la cuisine. Puis là, c'était distribué, ça, des gros magasins, après ça, continuaient à vendre ça pour les travailleurs, pour ceux qui avaient fait le bois, qui faisaient le bois. C'était comme ça. Là, la fête du village arrivait avec les bateaux. Là, on allait tous, le village, on rentrait là, on se rassemblait ensemble. C'était la fête. Ça durait une couple de jours pour le déchargement, une couple de jours pour le rechargement. À la fin du siècle passé, alors que les grandes scieries s'épuisent les unes à la suite des autres, un nouveau phénomène va toucher la Côte-Nord. Il s'agit du tourisme. Le tourisme, pour situer ce phénomène-là, il faut comprendre le nouveau contexte des grandes villes qui se sont multipliées en Amérique du Nord avec des citoyens qui ont oublié la nature, qui n'ont plus de contact avec la nature, puis qui s'ennuient de chasse, de pêche, de forêt, d'arbres, d'exotisme. Dans le cas de la Haute-Côte-Nord, ce tourisme-là va être très spécial. C'était quand même le voyage en voilier, le voyage en bateau, c'était coûteux, et ça va être un tourisme de luxe qu'on va avoir sur la Côte-Nord. Et ça va expliquer la vocation très particulière de villages, comme par exemple Tadoussac, ou encore les villages où il y avait des clubs de chasse et de pêche, Godbout entre autres, et puis surtout l'expérience fantastique des meuniers à l'île d'Anticosti. C'est en 1869 que des financiers de Montréal et Québec fondent une compagnie pour lancer Tadoussac dans la série des grands centres touristiques. De grands bateaux blancs vont y transporter les citadins du Sud, à l'exemple de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix ou à Cacouna dans le Bas-Saint-Laurent.
On vend des terrains pour les villas, on construit des hôtels. Le premier, à Tadoussac, date de 1870. Il sera la proie des flammes, on le reconstruira par la suite. Avant de retourner l'hiver à leur vie traditionnelle, les villageois seront à la fois aides cuisiniers, femmes de chambre ou guides l'été. D'autres touristes plus fortunés se tournent vers les rivières à saumon, échelonnées le long de la côte. Elles sont vite rachetées ou concédées pour des bouchées de pain à de puissants groupes de Montréal, New York et Chicago. L'Amérique voudra des clubs privés, haut lieu d'un tourisme sportif et confortable. Mais c'est à Anticosti qu'on assistera à l'expérience touristique la plus incroyable du début du siècle, alors que le roi du chocolat et millionnaire français Henri Meunier se lance dans la construction du plus grand club privé au monde. Il achète l'île en 1896, expulse les habitants récalcitrants. Il enrégimente les autres pour construire une petite ville, Port-Meunier, et surtout une magnifique villa décorée de meubles et de tapisseries luxueuses. Régulièrement, ses invités d'Amérique et d'Europe y viennent pêcher le saumon et manger du homard. Il essaie d'acclimater pour la chasse différentes espèces animales, dont le chevreuil qui s'y multipliera. L'expérience s'arrête en 1925, après la mort de Meunier. On brûlera totalement le château quelques années plus tard. Au début du XXe siècle, alors que les scieries ferment leurs portes, les villages de la Haute-Côte s'en reviennent à l'agriculture pour assurer leur subsistance. On verra même apparaître un nouveau mouvement de colonisation pour défricher les dernières zones agricoles disponibles jusqu'à la péninsule Manicouagan. C'est que les vieux villages comme Tadoussac, Sacré-Cœur, Escoumins ou Bergeronne ne peuvent plus placer leurs enfants trop nombreux qui partent ailleurs défricher des terres. Les crises économiques de 1920-21 et surtout de 1929 vont accélérer ce dernier retour à la terre. Par exemple, une quarantaine de familles de Saint-Paul-du-Nord et de Port-Neuf débarquent à Ragueneau en 1922. En 1930, c'est le futur évêque Monseigneur Labrie, alors jeune missionnaire, qui voit arriver un beau matin, à Pointe-aux-Outardes, près de 80 familles qui s'installent dans la pagaille la plus complète. Beaucoup repartiront bien vite, mal préparés et découragés. La fondation de Sainte-Thérèse de Colombier dans l'arrière-pays est supervisée par le gouvernement lui-même en 1936, en pleine crise économique. Pour arriver, pour rester d'un camp. Puis ce camp-là, il n'y avait aucune barrure, c'était fait en bois rond. Puis après ça, le printemps, là, a fallu défricher pour se faire un peu de terre, pour fumer des patates, puis après ça, des carottes, des navots. Puis on avait un peu d'animaux, on avait un cochon, on avait des poules. Puis le défrichage, se faisait avec un joual. Puis nous autres, le jardin, il fallait piocher ça en pioche, hein. Puis à 33, là, je suis mariée avec Auguste Gagnon. J'ai eu 13 enfants. Une gang, hein? On n'avait pas de tricité. On était avec de l'huile. Puis après ça, il fallait faire notre savon nous autres mêmes. Il fallait laver à la planche, hein? Puis après ça, nos planchers, c'était des planchers avec du bois écoré, là. Il fallait frotter ça. On n'avait pas de brosse de ce temps-là. Il fallait frotter ça avec des branches de sapin. Pareil comme les anciens. On était anciens parce que ça fait longtemps. Parce qu'ils ont bien travaillé. Ils n'avaient pas grand confort d'aucune chose. Si vous étiez malade, il fallait se soigner. Puis si vous étiez pour rester malade, il fallait rester avec les femmes. On n'avait pas de docteur, nous autres, hein? C'était avec les femmes. Puis ils s'assisaient là, il fallait qu'ils attendent. Il n'y avait pas d'autre chose à nous donner qu'une tasse de café. C'est la pelune qui nous donnait ça. Ah oui. Ça arrivait tel comme je vous dis là. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, toute la portion du littoral de la Haute-Côte, qui va de Tadoussac à Manicouagan, est maintenant colonisée, dans certains cas, depuis plus d'un siècle. Certains font fonctionner de petites usines locales, comme cette bleuetière près de Grande-Bergeronne. Tous les mois d'août, elle occupait plusieurs familles qui ramassaient les bleuets, là où le feu avait passé.
Les conserves de bleuets étaient vendues dans la province et sur le marché américain. Mais la bleuetière qui appartenait à Valmore-Tremblay ferma ses portes dans les années 50 par manque de bleuets. Quant à l'agriculture, elle reste encore traditionnelle et pauvre. Quelques arpents à cultiver, quelques vaches et beaucoup de travail. On finit par voir apparaître le tracteur et même les premiers avions. Mais principalement pour une grande majorité de ces hommes et de ces femmes, l'avenir se déplace un peu plus au nord, car c'est là que débute, dans les années 1900, la grande aventure industrielle des pâtes et papiers. On laisse la coupe du bois de planche pour la coupe de la pitoune. On s'exile vers les nouvelles villes de Clark City, Shelter Bay, Franklin, Baie-Trinité, Baie-Comeau. Ces villages qui sont nés à cause de la forêt voient disparaître une à une les scieries qui leur avaient fait connaître tant de prospérité. L'âge d'or des scieries est révolu et ce peuplement originaire de Charlevoix et de la Rive-Sud regarde tomber tranquillement dans l'oubli les villages qu'ils avaient eux-mêmes fondés. Aujourd'hui, on voit réapparaître ici et là dans les vieilles paroisses de la Haute-Côte quelques scieries commerciales. L'agriculture reste bien sûr marginale, mais on se tourne quand même vers cette activité traditionnelle, comme vers la pêche qui permet de survivre en temps de chômage. Et puis il y a le tourisme qui permet à cette région de s'assurer un revenu, jamais aussi lucratif que celui des scieries, alors que dans les années 1850, tant de compagnies venaient y faire des affaires d'or.